Et voilà, et maintenant je vais laisser la parole à Nicolas Plein, qui va nous permettre de prendre la hauteur sur le sujet mobilité et sur l'impact sur le climat. Merci beaucoup Loïc et Sylvie pour cette humour d'introduction. Je ne savais pas que vous alliez choisir cette photo avec un chien, c'est vrai que... Donc, comme le disaient Loïc et Sylvie, moi je suis explorateur scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire explorateur scientifique? Ça veut un peu tout et rien dire. Je suis ingénieur de l'école polytechnique en développement durable et scientifique et économiste du climat. Donc j'ai fait ma thèse juste à côté à l'université de Grenoble. Et donc quand on parle mobilité, moi mon moyen de transport que j'utilise le plus, c'est ça en fait, un parapente. Et le parapente, en fait, ça nous permet, je ne sais pas s'il y en a déjà qu'on utilisait, qu'on volait en parapente ou volait en planeur ou en deltaplane. Ouais, si. Ok. Donc, si vous avez déjà volé avec ce type d'engin non motorisé, en fait, c'est un engin solaire. C'est-à-dire qu'on utilise le soleil pour se déplacer. Quand on vole en parapente, on peut utiliser les courants d'air chaud. C'est ces courants ascendants qui sont créés quand le soleil réchauffe une paroi. Le soleil va réchauffer la paroi, il va y avoir un courant d'air chaud qui va monter le long de la paroi. Et nous, ce qu'on va faire avec une voile de parapente ou un planeur, on va essayer de prendre ces courants d'air chaud, les enrouler, c'est-à-dire monter dans ce cylindre d'air chaud, se déplacer, et ensuite arriver à un autre point, on va pouvoir prendre un autre courant d'air chaud, etc. Et comme ça, en fait, on peut parcourir des distances qui sont très importantes. Voilà. Par exemple, ici, à l'été 2019, je suis parti... je me rôde un peu avec la zapette, voilà. Je suis parti de Monaco, ici, à côté de la mer Méditerranée, pour aller 8 jours plus tard à Salzbourg, en Autriche, sur plus de 1000 km, et ça uniquement en marchant et en volant. Et donc on voit qu'on peut faire des distances énormes en utilisant l'énergie solaire, et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant en utilisant l'énergie solaire et aussi un peu notre énergie, parce qu'on doit monter au sommet des montagnes. Ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler tout à l'heure dans la keynote. Voilà, aujourd'hui, pour faire assez rapide dans cette introduction, ce qui est assez intéressant quand on parle de mobilité et de transport, ici, on a tout simplement le graphique qui a des émissions globales de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Quand on regarde ce graphique, c'est vraiment un fait, c'est ces émissions de gaz à effet de serre, et ben on a le transport qui est un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, et aussi le secteur le plus difficile à décarboner. C'est comme le disait Loïc en introduction, on a tous besoin de se déplacer, les déplacements sont en augmentation et il y a un vrai challenge là-dessus. Comment on va essayer de décarboner la mobilité et le transport et arriver à une économie zéro net émission dans la seconde moitié du XXIe siècle pour respecter les accords de Paris. Donc ça, c'est à l'échelle mondiale. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est quand on regarde à l'échelle de notre pays et l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Ça date un peu, ça date de 2015-2016. Mais ce qu'on remarque là aussi, c'est que le transport, c'est le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre, ici de CO2, d'un Français en moyenne. Et on voit aussi qu'il y a une grosse partie de la voiture individuelle dans ce bilan carbone, parce que voilà, quand on est dans des zones rurales, et ben, on n'a pas d'autre moyen que de... Moi, j'habite un petit village à 1000 mètres d'altitude dans les Alpes, et ben, en fait... Bon, je peux utiliser le parapente, mais quand il pleut, par exemple, je suis obligé d'utiliser la voiture. Et voilà, donc il y a un vrai challenge là-dessus de comment on va réussir à réduire toutes nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à ça. Et puis, donc juste pour faire un petit teasing de ce que je vais vous raconter tout à l'heure, je vais vous parler un peu en introduction de l'histoire du climat et comment en fait on est parti avec un verre de whisky et des glaçons, peut-être que vous connaissez cette histoire, pour remonter dans les 800 000 dernières années sur le climat de notre Terre. Avec aussi ce qu'on a fait à la COP21 et à la COP22. Moi, j'étais chargé de la décarbonation du secteur du transport dans l'équipe interministérielle de la COP21 et de la COP22. Et c'était très intéressant parce qu'à la COP21, on a pu voir que c'était une COP vraiment où on a eu un accord entre tous les pays. Et à la COP22, c'était la COP de l'action. Et on va voir qu'il voilà, y a des choses qui ont fonctionné et d'autres un peu moins bien. Et puis, je vais vous présenter aussi un projet qu'on monte justement avec le CEA et une entreprise du coin sur un laboratoire volant. Voilà. Donc, je vais vous présenter maintenant une présentation qui pourra servir d'ouverture à une discussion et à des échanges ensemble sur différents sujets. Donc, je vais vous passer les différentes slides et puis après, on pourra échanger sur les thématiques que vous voulez, si vous avez des questions, des besoins de précision, etc.
Donc voilà, l'idée, c'est de montrer comment on peut un peu décarboner le transport grâce aux énergies de demain. On a eu des beaux exemples que vous avez présentés. Et moi, je vais d'abord vous parler du constat. Voilà, nickel. Donc le constat, en fait, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Comme on le voit, on parle de réchauffement climatique. Donc c'est un dérèglement climatique à l'échelle globale et un réchauffement de l'ensemble de la planète. Comme on le voit ici, en fait, ce réchauffement, c'est pas le même sur l'ensemble de toute notre planète. On a des zones qui se réchauffent plus vite que d'autres et globalement, on tend vers un réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Et on voit qu'on a un réchauffement aujourd'hui d'à peu près... donc là, le graphique s'arrête à 2013. En 2013, on avait plus 0,85 degrés de réchauffement à l'échelle globale, à l'échelle de toute la planète. Comme on voit sur le graphique, il y a des zones qui se réchauffent plus ou moins que d'autres. Par exemple, en Antarctique, on a des réchauffements de plus 8 degrés, et c'est une catastrophe pour la fonte de la banquise, etc. Et aujourd'hui, on est à un réchauffement de un peu plus de plus 1 degré sur cette température. Et donc, comment on en est arrivé à savoir qu'on avait un problème avec ce dérèglement climatique? Donc, je vous parlais tout à l'heure d'un verre de glaçon et d'un verre de whisky avec des glaçons, et avec un scientifique, donc Claude Lorus, qui en 1960, lorsqu'il était en hivernage en terre d'Adélie, il regarde son verre de whisky, et donc il fait tourner, etc. Et là, il voit qu'il y a une petite bulle qui sort du glaçon de son verre de whisky. Et là, il se dit, mais en fait, cette petite bulle, elle contient des informations incroyables, parce que quand la glace s'est formée, cette bulle contient l'atmosphère qu'il y avait lorsque la glace s'est formée. Et donc, en fait, grâce à ça, on arrive à reconstituer le climat dans les 800 000 dernières années. Donc, en fait, en faisant des forages très profonds dans la glace, on arrive à remonter à des glaces qui se sont formées il y a 800 000 ans. Et il y a 800 000 ans, la glace, en se formant, a piégé des bulles d'air. Et dans ces bulles d'air, on peut remonter à la composition de l'atmosphère qu'il y avait il y a 800 000 ans. Et donc ça, c'est incroyable en fait pour les scientifiques. Et ce qu'on voit quand on regarde ce graphique, c'est qu'on a des réchauffements qui ont été plus importants que celui qu'on connaît actuellement. Donc ces réchauffements, ils étaient d'origine naturelle. Aujourd'hui, le réchauffement qu'on connaît actuellement, il est 100 fois plus rapide que tous les réchauffements qu'on a connus par le passé. Donc il est inédit par sa vitesse. Et il est inédit par sa vitesse parce qu'il est dû aux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Donc ça fait consensus dans la communauté scientifique, et c'est ça qui fait une grosse différence par rapport au réchauffement précédent. Et bien entendu aussi, pendant les réchauffements précédents, on n'avait pas 8 milliards de personnes sur Terre, avec tous les problèmes que ça pose en termes d'habitabilité des régions et de réfugiés climatiques. Donc voilà un peu pour le constat. Ensuite, voilà des effets très, très simples du réchauffement climatique. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la mer de glace. Quand on va à la mer de glace, eh ben on prend le petit train du Montanvert qui nous amène normalement à la mer de glace. Et en fait, comme elle a fondu depuis la construction du Montanvert, on descend des marches. Et quand on descend ces marches-là, on voit voilà, la mer de glace, il y a 10 ans, elle était là. Il y a 20 ans, elle était là. Et on prend en pleine face ce réchauffement climatique. Ça se manifeste par une évolution des températures moyennes. Dans les Alpes françaises, par exemple ici. Et ce qu'il faut bien voir, ce qu'on voit aussi, donc une augmentation globale des températures là dans les Alpes françaises. Pareil pour le cumul de neige, hein, une diminution du cumul de neige. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le climat, c'est une affaire de moyenne, c'est une affaire de tendance. Donc par exemple, si on a des années ici, par exemple comme en 2013, on a eu beaucoup de neige, ou quand il y a une vague de froid à New York et que Donald Trump dit, voilà, en fait, le réchauffement climatique, c'est n'importe quoi. Et en fait, le climat, c'est vraiment une affaire de tendance et de moyenne sur de longues années. Donc on ne peut pas dire parce qu'on a eu un hiver avec beaucoup de neige que voilà, il n'y a plus de réchauffement climatique. Donc ça, je pense qu'on est bien au courant là-dessus. Sur les canicules, sur les températures moyennes aussi des lacs. Donc on voit vraiment qu'il y a ce réchauffement climatique qui est bien présent et on a plein d'effets de ce réchauffement. Ensuite, voilà, on a les catastrophes qui se multiplient. Ce dérèglement climatique, il va faire qu'on a des catastrophes qui sont plus fortes et plus fréquentes. On voit aussi, par exemple, dans les inondations dans le sud de la France, c'est vraiment quelque chose qui est assez significatif, avec plus d'incendies, de canicules, de cyclones, de pertes de biodiversité. Donc voilà, face à ce constat qui est un peu négatif et où on pourrait un peu avoir
se demander qu'est-ce qu'on peut faire et si c'est pas trop tard. Il y a deux types de comportements qui peuvent sortir un peu. C'est le comportement des climato-sceptiques qui avant disaient non, il n'y a pas de dérèglement climatique. Maintenant disent il y a un dérèglement mais il n'est pas à l'origine de l'homme, ce qui est pas dans le consensus dans la communauté scientifique, ou des collapsologues de type de toute façon c'est foutu, il faut absolument qu'on se trouve un abri et qu'on puisse se mettre en sécurité parce qu'il va y avoir plein de catastrophes. Donc l'idée par rapport à ça, c'est de proposer plutôt un discours positif, un discours orienté sur les solutions et montrer qu'ensemble, on peut réussir à essayer d'inverser la tendance et de construire ensemble une société qui serait plus durable en mettant en place dès aujourd'hui les bonnes solutions. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter ça juste après. Et les entreprises là-dedans ont un rôle majeur à jouer, les PME, les grandes entreprises, les startups, etc. C'est vraiment quelque chose où on a un rôle majeur. Donc comment on fait ? Le GIEC, que vous connaissez sans doute, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un groupement de scientifiques. En fait, eux, c'est des scientifiques qui font l'état de l'art de la connaissance scientifique dans le monde. Donc ils font des rapports, à peu près tous les 4 ans, ils font des rapports sur où on en est sur le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de trouver des solutions. Et dans le dernier rapport, ils mettent, donc pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré, donc on est déjà à 1 degré, un peu plus d'1 degré. Ça, 1,5 degré, 2 degrés de réchauffement, c'est les objectifs de l'accord de Paris, qui sont pour les États qui sont non contraignants. L'idée, le GIEC dit, pour qu'on limite cette température, ce réchauffement planétaire à 1,5 degré, il faut modifier rapidement, radicalement et de manière inédite tous les aspects de la société. Voilà, le conseil est posé, c'est des scientifiques qui le posent, ce n'est pas des journalistes, donc les scientifiques sont plutôt normalement modérés dans leurs propos. Là, on voit que pour essayer de lutter contre ce dérèglement climatique, il faut qu'on aille vite et qu'on aille fort sur tous les aspects de la société, dont toutes les thématiques dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur les solutions. Quelles solutions, concrètement, on peut mettre en place dès aujourd'hui pour faire face, pour essayer d'agir, que ce soit donc, sur les transports, sur la mobilité, comme on le voit aujourd'hui, sur l'énergie, sur plein de sujets. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. C'est que ce dérèglement climatique, donc il y a beaucoup de choses négatives, mais il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est que c'est passionnant parce qu'il y a plein de solutions à mettre en place et il y a plein d'opportunités par rapport à ça. Il y a plein d'opportunités de créer de nouvelles choses, d'agir sur plein de sujets différents. Et c'est en ça que vivre à notre époque, c'est à la fois des gros challenges, parce qu'on a beaucoup d'enjeux, mais c'est à la fois passionnant, parce qu'on peut faire plein de choses, en fait. Et nous, c'est un peu ce qu'on essaie de montrer à côté des activités de recherche et d'ingénierie. J'ai créé une collection de documentaires avec TF1 et Ushuaïa, où l'idée c'est de montrer, d'aller dans les territoires. Là on est dans les Alpes, dans les volcans d'Auvergne, en Provence. On n'est pas encore venu dans la Drôme. Et l'idée c'est de montrer vraiment toutes les solutions qui existent, à la fois des solutions dans notre vie personnelle en tant que citoyen, mais des solutions dans les entreprises, dans les PME, dans les collectivités, dans les mairies, et les femmes, les hommes qui les portent, ces solutions, pour montrer qu'on peut faire cet effet boule de neige et qu'on peut à la fois les mettre dans les territoires, les répliquer et agir sur ces sujets. Je vais vous montrer la bande-annonce du premier film, si ça... Alors... Au cœur des Alpes, partez en parapente avec Nicolas et Heidi à la rencontre des habitants qui ont décidé d'agir pour préserver leur environnement. Le savoir, c'est le début de pouvoir agir. Allez, c'est parti. En fait, ce que j'ai fait, j'ai transformé mon parapente en laboratoire volant. Ah, génial! C'est notre rôle de récupérer de la donnée, de les analyser pour envisager la manière dont la montagne va évoluer. On n'a plus le temps d'attendre que les gouvernements fassent les choses pour nous. Pour eux, pas de fatalité, mais des solutions, et ils le prouvent. Inédit, il faut sauver les Alpes, jeudi à 20h40 sur Ushuaïa TV. Et en fait, l'idée de ces documentaires, c'est par rapport à des documentaires un peu catastrophistes où on finit le documentaire, on est au fond de son siège et on se dit bon voilà, c'est fini, j'ai plus qu'à aller me coucher et puis on verra ce qui se passe demain. Là, l'idée, c'est de se dire le téléspectateur, à la fin du documentaire, il a vu des solutions qui le touchent lui, il se lève et il a envie d'agir. Et c'est vraiment d'avoir ce côté positif et optimiste associé à ça. C'est un peu ce que tu disais aussi, Benjamin, tout à l'heure, là, sur les solutions logiques. C'est des solutions écologiques, c'est avant tout des solutions logiques. On a le bus qui emporte des personnes, il y a de la place dans les soutes, et on peut très bien mettre de la marchandise dans les soutes et éviter des émissions associées à ça. On utilise aussi dans ce film des petits capteurs de pollution, comme ceux-là, qui sont des capteurs citoyens, qui permettent de savoir un peu à n'importe quel endroit la pollution. Par exemple, je suis relié à mon téléphone et on a une application, ça permet de savoir la quantité de particules fines, de dioxyde d'azote ou de composés organiques volatiles, qui sont des polluants atmosphériques. Et ça, je peux le savoir n'importe où.
Donc là, on l'utilise en parapente, mais vous pouvez très bien le mettre sur votre vélo. Celui-là, on peut le mettre sur... c'est un capteur qui est un peu plus évolué, on peut le mettre sur une voiture, et on peut savoir en direct la pollution à laquelle on est confronté. Et ça, donc voilà, ça nous donne déjà une tendance. Et en plus, c'est un formidable outil de sensibilisation. Il y a, dans le centre-ville de Londres, par exemple, ils ont donné 400 capteurs comme ça à des citoyens pour cartographier l'ensemble des polluants et savoir un peu quelle rue il faut prendre par rapport à une autre quand on fait un trajet en vélo. Et après, on peut très bien imaginer que ça soit lié à Google Maps. Et on dit, bah voilà, moi je prends mon vélo ce matin, je veux éviter les zones un peu polluées. Et voilà, comme ça, je fais du vélo dans des zones qui ne sont pas polluées, en bonne santé. Donc voilà, si vous voulez les voir, après, c'est ici. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est des capteurs qui coûtent une centaine d'euros. Donc on n'a pas du tout la même précision que les stations fixes de mesure qui coûtent 7 000 € et qui sont installées dans les villes. Par contre, aujourd'hui, avec un mix entre les stations fixes de mesure, des capteurs citoyens comme ça, et des algorithmes qui permettent de traiter les différentes données, on arrive à faire des cartographies de polluants qui sont très précises, remontées aux sources, et limiter nos émissions de polluants atmosphériques, et limiter aussi donc, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est vraiment des solutions qui sont très simples et qui permettent une sensibilisation assez facile. Ensuite, si je passe... Au cœur des Alpes. Alors, on va arrêter. Voilà, donc ça, c'était les capteurs. Là, c'est un cartoon que j'aime bien. C'est en anglais. On est dans un sommet du climat. Donc, en fait, les personnes se disent, bon, bah voilà, il faut qu'on limite nos émissions de gaz à effet de serre. Comment on va faire ? Donc il y a une personne qui présente, qui dit, bah voilà, les solutions qu'on va mettre en place, elles vont non seulement permettre de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, mais on va permettre aussi de réduire notre dépendance énergétique, préserver la biodiversité, créer des emplois verts, avoir un air plus pur et une eau plus pure. Et il y a une personne qui se lève et qui dit, mais en fait, qu'est-ce que ça fait si le climat, en fait, c'était uniquement un énorme mensonge et qu'on créait ensemble un meilleur monde pour rien du tout ? Et en fait, c'est vraiment ça le truc. C'est peut-être que vous n'êtes pas convaincu qu'il y a un réchauffement climatique, il y a des personnes encore qui en doutent aujourd'hui, mais en fait, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est aujourd'hui, c'est mettre en place ces solutions pour que, à la fois, on puisse limiter nos émissions de gaz à effet de serre, on puisse préserver la biodiversité et on puisse ensemble créer, aller vers une société qui soit plus durable, plus juste et où on a plaisir à évoluer. Donc c'est vraiment ça l'idée des solutions qu'on montre et qu'on essaie de mettre en valeur. Un petit mot sur la COP 21. Moi, j'étais dans l'équipe COP 21, c'était une équipe interministérielle, donc entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Environnement. Et ce qui a fait le succès de la COP de Paris, parce qu'on a réussi à aboutir à l'accord de Paris, qui est certes un accord non contraignant, mais qui pose les bases et qui a embarqué les différents acteurs, c'est que par rapport aux précédentes COP, donc COP 20, COP 19, etc., avant la COP de Paris, on mettait uniquement les gouvernements autour de la table. Donc voilà, on avait le gouvernement français, le gouvernement suédois, etc., tous les pays, plus de 190 pays du monde qui appartiennent à l'Organisation des Nations Unies, se mettaient autour de la table et disaient, bah voilà, le climat, il faut qu'on réduise nos émissions parce que sinon on va réchauffer la planète, etc. Et on n'arrivait pas forcément à avoir un accord. Là, la COP 21 à Paris, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, bah voilà, le climat, c'est vraiment l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire uniquement des gouvernements, c'est l'affaire des entreprises, des associations, des citoyens. On va essayer de mettre tout le monde autour de la table. Et ce qui est intéressant, c'est que la France a quand même une diplomatie qui est vraiment poussée avec des ambassades assez fortes dans les différents pays. Et on met tout le monde autour de la table. Donc voilà, les gouvernements, on met les entreprises, on met les PME, on met les startups, les associations, les villes, les territoires, etc. Et on essaie de ensemble proposer un accord. Et cet accord, c'est un peu pour ça qu'il a fonctionné. On est arrivé à l'accord de Paris avec une grosse dynamique, avec une ambition de réduire cette température à 1,5 degré, 2 degrés, qui est non contraignante, mais qui quand même a le mérite d'embarquer les acteurs. Donc voilà, à ce moment-là, on s'est dit, bah, c'était super, on va bien avancer, et les COP, c'est génial. Et après, on s'est dit, voilà, on arrive à la COP 22. La COP 22, ça sera la COP de l'action. On va pouvoir agir sur ces thématiques, proposer des solutions, etc. Et en fait, ce qu'on a vu, il y a Donald Trump qui a été élu au début de la deuxième semaine de la COP 22. Et en fait, quand on a appris ça, c'était la nuit aux US. Donc, nous, on se réveillait pour aller à la COP à Marrakech. Donc, on se réveille et on apprend que Donald Trump a été élu. Et là, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que les négociateurs des États-Unis, ils remettaient un peu tout en cause. Ils ne savaient pas trop quelle direction prendre, puisque leur pays avait élu un président qui proposait de sortir de l'accord de Paris. Et donc là, on s'est dit, bah voilà, OK, à la COP21, on a pu avoir un accord global, mais cet accord global, il est très fragile. Par contre, ça a eu le mérite de donner une tendance et de donner la bonne direction au niveau mondial. Et donc,
au sortir de la COP22, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des négociations internationales, à la COP21, on a vraiment eu cet accord. Mais après, ces accords au niveau international, ils sont quand même fragiles et on ne peut pas compter uniquement là-dessus pour essayer de limiter le dérèglement climatique. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est les actions aussi au niveau local, qui sont des actions très complémentaires et qui sont comme une roue crantée de la transition écologique. Parce qu'au niveau local, quand on fait un pas en avant, quand on avance, quand on met en place une solution, ensuite, après, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant par rapport à cet aspect-là. Ensuite, on va faire un petit focus sur la mobilité, parce que c'est la thématique de ce soir. Donc, sur la mobilité, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, donc, juste pour reparler rapidement de ce graphique-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la mobilité, le transport, ça représente, c'est le deuxième secteur à égalité avec l'utilisation de l'énergie dans les buildings, le transport d'émissions de gaz à effet de serre. Et à la COP21, c'était vraiment identifié comme l'un des secteurs les plus difficiles à décarboner parce qu'on a vraiment une croissance dans cette mobilité-là et que c'est assez difficile à décarboner. Quand on voit sur l'empreinte carbone des Français, là aussi, pour revenir au graphe que je présentais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On voit qu'on émet en moyenne, donc en 2016, 12 tonnes de CO2 par an, et que dans ces 12 tonnes de CO2, on voit qu'on a une problématique de transport qui est bien présente. Après, logement, biens de consommation, alimentation, services. Et là, ce qu'on voit, c'est à chaque fois, quand on présente ce graphique, c'est que là aussi, il y a énormément d'opportunités pour réduire nos émissions de CO2. Par exemple, moi, ça ne me dérange pas de manger moins de viande pour réduire cet aspect-là, parce que ce n'est pas quelque chose qui est important. Par contre, des fois, j'utilise ma voiture pour aller faire du parapente, et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc voilà, il ne faut pas être extrême là-dedans, il ne faut pas se dire, tous ceux qui mangent de la viande, voilà, ils sont contre le climat. L'idée, c'est de trouver des solutions pour essayer petit à petit de réduire nos différentes émissions de CO2 et le faire de façon intelligente, de façon logique. Et en fait, on voit que finalement, c'est aussi des solutions qui sont bonnes pour notre santé. Par exemple, quand on regarde le logement, la température, tout bêtement, le chauffage à l'intérieur de la maison, on voit que c'est bon pour la santé d'avoir un chauffage qui est à 17. Donc 17, ça peut paraître très froid, mais c'est meilleur pour notre santé. Et ça permet d'émettre moins de polluants atmosphériques aussi, si on a une production d'électricité qui est à côté de chez nous. Voilà pour ce point-là. Et donc on voit, si on focalise vraiment sur le transport, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y a un gros poste sur la voiture et sur la voiture particulière d'émissions de CO2. Alors, un petit jeu pour vous réveiller, parce qu'il commence à être tard. C'est le jeu de la différence. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre ces deux voitures ? Ouais, c'est ça. Ouais. La différence, c'est le poids, en fait. Ça propose à peu près le même service, parce qu'on a à peu près la même place dans les deux véhicules, sauf qu'à gauche, on a une Tesla qui pèse 1800 kg à peu près, et à droite, on a une voiture Gazeltech qui pèse 3 fois moins. Elle est 3 fois plus légère, cette voiture. Et en fait, avec une batterie 2 fois moins importante sur cette voiture, on arrive à avoir la même autonomie. Et vraiment, le poids, c'est quelque chose qui est primordial. Le poids des transports, arriver à avoir des transports plus légers, c'est quelque chose qui est... Parce que ça, c'est caché, en fait. Là, on ne voit pas, enfin, c'est assez sexy comme voiture et tout ça, mais on ne se rend pas compte qu'elle pèse 1,8 tonne et que c'est très lourd et qu'en fait, pour la déplacer, il faut beaucoup d'énergie. Et en fait, on ne se rend même plus compte qu'on a besoin de cette énergie-là pour la déplacer, et ça nous paraît assez normal. Si je fais un parallèle avec ce qu'on fait en parapente, en fait, grâce aux innovations technologiques, maintenant, on arrive à avoir... Ça, c'est ma voile de parapente. Donc, avant, on avait des sacs qui faisaient 10 kg. Maintenant, j'ai une voile de parapente qui fait 900 grammes. Et en fait, par contre, moi, donc, la Tesla, autant entre la Tesla, je m'assois dedans, je fais 100 km. La Gazeltech, c'est pareil, je fais 100 km dedans, je ne vois pas la différence. Autant ça, je fais 1000 mètres de dénivelé pour monter sur un sommet. Et je peux vous dire, quand 900 grammes dans le dos et 10 kg, l'énergie que moi, je dépense, je la sens vraiment. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, en fait, cette différence en termes de lourdeur qui fait une différence en termes de consommation d'énergie, c'est un gain énorme en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà pour ce point-là. Et maintenant, je vais vous présenter un projet sur lequel on travaille avec une entreprise du coin et qui est en lien avec ce que Emmanuel Macron a présenté avec Hydrogène Vert France 2030, son programme. Donc le laboratoire volant qu'on utilisait, c'était un parapente pour faire des mesures de pollution de l'air. Et là, on a un nouveau projet avec, je crois que la vidéo, il faut la lancer dans une petite vidéo.
qui était un peu trop lourde pour passer. Donc l'idée, c'est de faire une nouvelle version de ce laboratoire volant pour essayer de tester ces nouvelles technologies, voir si ça fonctionne, comment ça peut fonctionner, quels sont les moyens de progression, est-ce que c'est imaginable d'avoir quelque chose qui fonctionne dans peu de temps, et comment on met tout ça en place. Donc là-dessus, on travaille avec les équipes du CEA qui sont à la pointe de la technologie sur ces questions de piles à combustible, etc. Bon, voilà, je vous laisse regarder. On est à Aubenas, en Ardèche. Leaving a part of you fading away. Remember the shape of games we used to play. Hold on and hope I won't let you choke. There is a place where we'll all be okay. Don't be afraid, your sorrows are dead. You are not alone. You don't need to run away from what you fear. Et en fait, l'idée de ce nouveau laboratoire de volant, c'est un ULM. Hop. L'idée, c'est de faire un ULM, donc c'est un avion ultra léger qui, justement, on a une limite de poids, donc là, on peut rien cacher. En fait, on a 500 kg de poids maximum. Et l'idée, c'est de faire quelque chose qui nous permette de tester les technologies hydrogène dont tout le monde parle, et les technologies à hydrogène vert. Moi, j'ai fait ma thèse sur l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne de façon renouvelable. Donc l'idée, c'était, on allait dans des zones rurales, mais très, très reculées, au Nigeria, au Bénin, au Sénégal. Et dans ces zones très reculées, c'est très difficile d'y accéder, parce que voilà, il n'y a pas de route, il faut prendre des pistes, etc. Et donc, on mettait en place des micro-réseaux d'électricité renouvelable à base de solaire et aussi des fois avec des compléments en hydro ou en biométhane. Et l'idée, c'est qu'il y avait un vrai intérêt à utiliser ces énergies renouvelables à ces endroits-là, parce que le coût de transport du diesel était très important. Et là, l'idée, c'est un peu pareil, c'est d'essayer de voir comment on peut imaginer faire un aéronef qui est ultra léger et qui nous permet d'aller dans des endroits très reculés, tout en étant autonome en énergie. Donc c'est un projet qu'on a créé il y a un peu plus d'1 an avec donc le CEA qui a vraiment une expertise sur ces piles à combustible, sur ces groupes de motopropulsion à hydrogène, et Air Creation qui est une entreprise qui est juste à côté, qui est le leader mondial de l'ULM. Donc c'est juste à côté à Aubenas, et ils envoient des ULM, des avions motorisés ultra légers de type pendulaire. Donc voilà, c'est pendulaire parce qu'on a comme une grosse voile de deltaplane au-dessus de la tête, si vous en avez déjà fait. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir se déplacer avec ça de façon amphibie, à la fois sur terre et sur mer. C'est quelque chose qui est très simple, qui vole pas très vite, donc on peut vraiment atterrir un peu de partout, et qui nous permet d'être un super outil pour tester des technologies en ayant vraiment un haut niveau de sûreté et pouvant se déplacer un peu de partout. Donc voilà très simplement comment ça fonctionne. On a l'ULM là, on a 2 places. Ça serait le premier ULM à hydrogène biplace qui pourrait être construit de type pendulaire, avec, comme un peu on le voyait sur les vélos, quand on parlait des vélos à hydrogène, on a bien sûr un moteur électrique, des batteries. Ça, c'est génial avec l'hydrogène parce qu'en fait, on utilise des évolutions de ces moteurs électriques qui ont été développés pour la motorisation électrique en ayant un nouveau moyen d'apporter de l'énergie, qui est la pile à combustible combinée à du stockage de l'hydrogène. Et après, on aurait des films photovoltaïques souples sur la voile. Bien entendu, ce qu'on disait tout à l'heure avec la petite voiture qui a traversé le désert, ces films photovoltaïques, ils ne vont pas alimenter le moteur. Il n'y a pas assez de surface. On va pouvoir uniquement les tester sur la voile, une voile souple, et ça va alimenter quelques appareils sur le cockpit. Donc voilà, une motorisation avec des hélices, une interface batterie, un système pile à combustible, du stockage à hydrogène et du photovoltaïque organique. Et l'idée là-dessus, hop, voilà, ça m'a spoilé la fin. Donc l'idée, c'est on a fait, grâce à la région, on a le programme EasyPOC, qui est un programme que vous connaissez peut-être, qui permet de financer l'innovation, qui a financé le CEA pour réaliser une préétude de faisabilité sur est-ce que c'est possible et réalisable d'avoir un tel appareil et de pouvoir faire des grandes distances. En fait, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Ça, l'hydrogène, il y a déjà des ULM pendulaires électriques avec des batteries qui ont été faites, mais les batteries, c'est trop lourd. Et là, comme on ne peut rien cacher dans l'ULM, comme on est limité à 500 kg, et ben en fait, les batteries, on n'a qu'une heure d'autonomie et ce n'est pas du tout suffisant pour répondre aux besoins qu'on peut avoir avec ce type de machine. Donc là, l'hydrogène, ça nous permet d'alléger l'ensemble de l'avion en ayant une autonomie qui est augmentée.
Et voilà, l'idée donc avec ça, c'est ensuite c'est un laboratoire volant, c'est quelque chose qui nous permet aussi de communiquer sur ces sujets, de communiquer envers le grand public sur ces sujets, de leur permettre de mieux comprendre aussi ces sujets, comment ça fonctionne, qu'est-ce que concrètement ça veut dire de faire de l'hydrogène vert, où on en est aujourd'hui, est-ce que c'est réalisable, parce que pour l'instant, pour faire de l'hydrogène vert, voilà, c'est compliqué, ça coûte cher, et puis énergétiquement, c'est un peu, on consomme énormément d'électricité pour faire de l'hydrogène, alors qu'on pourrait utiliser cette électricité directement. Mais voilà, c'est un laboratoire. L'idée, c'est de voir les innovations qu'on peut utiliser et d'avancer là-dessus. Et on pourrait imaginer faire un tour de France d'ici 2023, quand le premier prototype sera réalisé, pour voir, communiquer aussi sur les stations à hydrogène qui sont installées, comment ça se passe, et voir tester le prototype là-dessus. Voilà. Et donc, je termine, et après, on pourra passer aux questions. Ça fait un peu cliché de terminer sur une citation de Steve Jobs, mais c'est super intéressant parce que ce qu'il dit, c'est celles et ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde sont en réalité ceux qui le font. Et aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi vrai, je pense. Ça n'a jamais été aussi vrai parce qu'on est dans un monde qui évolue de façon énormément vite, avec plein de changements. Ça peut être la crise du Covid, la crise climatique, la crise de la biodiversité, et où on doit trouver des solutions rapidement, et où il y a une opportunité incroyable pour tout ce qui est innovation, pour tout ce qui est création de nouvelles solutions pour répondre à des enjeux majeurs auxquels on est confronté. Et donc c'est passionnant de vivre dans ce monde actuellement, et voilà, on a plein de choses à faire et à faire ensemble avec les différentes personnes qui portent ces solutions. Voilà, donc si vous avez des questions, et après on peut en discuter. Merci beaucoup en tout cas.